Bienvenue sur MedTalks, le podcast qui discute sans filtre des coulisses de la health tech avec des fondateurs du monde de la santé. Autrefois soignante pendant 10 ans au service des patients et des équipes, j'aide aujourd'hui les startups de la santé à trouver les mots pour parler des mots. Je m'appelle Naïma Rahel et je vous invite à plonger avec moi au cœur d'histoires et d'entretiens avec des fondateurs de startups qui révolutionnent la santé. Pour cet épisode, j'ai la chance d'interviewer un entrepreneur inspirant qui a su allier passion, science et engagement social pour révolutionner le monde des compléments alimentaires. Nadir Tayash, le cofondateur de Naali, m'a rejoint au micro de MedTalks pour partager son parcours, sa vision entrepreneuriale unique et l'importance qu'il accorde à une démarche qualité dans la validation de leurs produits. Des origines afghanes de son cofondateur qui ont façonné la mission de Naali à la levée de fonds et la structuration de l'entreprise, en passant par la mise en place d'un comité scientifique rigoureux, Nadir nous dévoilera les coulisses de Naali et les défis qu'il a relevés en tant que cofondateur. Si vous appréciez cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Bonne écoute! Salut Nadir, comment vas-tu? Salut, ça va très bien et toi? Ça va, je te remercie. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui au micro de MedTalks. On a beaucoup de choses super intéressantes à se dire. Vraiment. Bon, écoute, on va commencer par le début. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours? Tu as eu un parcours pro vachement riche. On en parlait un peu hors caméra. À la base, tu es ingénieur de formation. Explique-nous un peu tout ça et ce qui t'a amené à construire Naali. Ok. En tout cas, c'est un plaisir aussi pour moi, Naïma. Merci de m'avoir Merci. invité. Donc, du coup, moi, je m'appelle Nadir. J'ai 31 ans. Effectivement, de formation, je suis ingénieur. J'ai un peu bougé un peu de partout, comme on a pu en discuter hors podcast. J'ai travaillé dans l'industrie du semi-conducteur à Grenoble. Chez ST Microelectronics, puis j'ai un peu travaillé aussi chez Airbus Hélicoptère dans le sud de la France. Et enfin, le gros de mon expérience, je l'ai fait chez Amazon dans le Nord, où je suis rentré en tant que responsable data qualité. Puis ensuite, je suis passé dans le cœur du métier de la logistique et de la supply chain, où j'ai gravi les échelons et puis j'ai managé aussi une bonne brochette de personnes. On est monté jusqu'à 400 dans 400 personnes dans les pics d'activité, donc c'était une expérience très très intéressante et enrichissante. Ouais. Cool. Donc, tu as de l'expérience dans le management. Il me semble que tu avais une grosse équipe. C'était à Amazon, si je me trompe pas. Exactement, ouais. Chez Amazon, ouais. Quand bah, pour le pic d'activité, il m'est arrivé d'avoir une équipe jusqu'à 400 personnes, dont lequel bah, je m'occupais, je manageais, je m'occupais de donner justement de driver les directives pour que le travail soit accompli et que toute l'équipe ne soit pas à l'arrêt. Et ouais, c'était une sacrée expérience, surtout que j'étais très jeune à cette époque-là, j'avais, je crois, 26 ans. Donc manager autant de personnes à 26 ans, c'est une expérience folle, incroyable, que je pense que j'aurais pas pu vivre ailleurs et que j'ai vécu chez Amazon. Il y a du plus, il y a du moins. Forcément, ça c'était le plus. Il y a forcément du moins aussi, mais et aujourd'hui, je suis content de voler de mes propres ailes et d'avoir monté Naali. Justement, on va y venir. Entre manager cette grosse équipe et Nali, qu'est-ce qui t'a amené à te tourner vers l'entrepreneuriat avec tes cofondateurs? En fait, je pense que je me suis jamais réellement tourné vers l'entrepreneuriat. J'ai toujours été entrepreneur sans le savoir, en vérité. C'est quelque chose qui était qui m'animait depuis le début. Quand j'étais étudiant, ben, je finançais aussi mes études par des petits business que je faisais. Donc, je suis tombé un peu amoureux de l'entrepreneuriat à ce moment-là. Faire grossir un capital, pouvoir financer justement ses études. Donc, ça a commencé très tôt, en réalité, après le bac. Euh, et ce qui m'a amené plutôt à quitter le salariat pour se lancer à 100% dans mon activité, c'était de me dire, OK, maintenant j'ai une vraie expérience, j'ai une vraie expertise, parce qu'il faut le dire. Et c'est important de savoir reconnaître aussi quand on a une expertise, parce qu'on est tous forcément experts d'un domaine. On sait tous faire quelque chose de manière, la meilleure manière qui soit. Et cette expertise, j'avais envie de la mettre au service d'un projet sur lequel en fait je pouvais me projeter sur les 10, 15 prochaines années, où je pouvais dire à mes enfants aussi, voilà, papa, il est fier de faire ci, de faire ça, à mes proches, à mes amis, mes enfants. Et j'avais envie de mettre mon expertise au sein d'un projet qui permet de faire aussi du bien aux autres, pas qu'à moi, pas qu'à mon compte bancaire, mais aussi aux autres et surtout aux autres. Et c'est pour ça en fait que j'ai mené l'aventure Naali avec mes associés, clairement. Ça, c'est super important. On va y revenir après parce que c'est vrai qu'un des aspects importants de Nali, c'est l'impact positif et le fait que vous partez du principe qu'une start-up, elle doit vraiment impacter positivement la société. Mais pour en revenir à Naali et les bases, si je me trompe pas, tu as un associé qui est d'origine afghane.
Et c'est à travers un voyage où vous êtes tombé un peu amoureux de l'Afghanistan et du safran que vous l'avez choisi comme ingrédient phare. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que vous faites à Ouais. Nali et pourquoi le safran? Avant d'être tombé amoureux du safran, je pense qu'on est tombé amoureux l'un de l'autre, mon ami et moi, Abder. On s'est connus, on s'est connus sur les bancs de la fac, maintenant il y a plus de 10 ans. En fait, toute l'équipe, on est 4 associés, nous, en réalité. Mm. Et on s'est connus sur les bancs de la fac à Grenoble, il y a plus de 10 ans, quand on était étudiants, et on a toujours voulu entreprendre ensemble. Et ensuite, Abderrahman, déjà, quand on était étudiant, nous parlait de ses problématiques de son pays d'origine, de l'Afghanistan. Depuis 2007, il fait des allers-retours dans son pays d'origine. Et d'année en année, quand il y allait, en fait, il voyait pas d'amélioration notable, réelle de son pays, de la situation de son pays. À chaque fois qu'il y allait, il y avait des bâtiments qui étaient détruits, des droits en moins pour les femmes, etc., etc. Une détérioration en réalité du pays. Jusqu'à 2011, entre 2011 et 2012, ben, il a commencé à voir, pour une fois, en fait, on lui a présenté une opportunité dans son pays. En fait, des membres de sa famille étaient fiers en disant, regarde, c'est ça qui va sauver notre pays, en lui montrant, en fait, des pistils de safran. Lui, il savait pas du tout ce que c'était en 2012. Il me disait, mais je pense qu'il y a quelque chose, le safran, les gens, ils sont fiers de ça. J'ai vu une lueur d'espoir dans les yeux de ma famille. Il doit y avoir quelque chose. Et je tiens à préciser, sa famille sont pas des agriculteurs de safran, loin de là. Rien à voir. Ils étaient fiers de de ce terroir afghan et pas de leur production. Et donc à ce moment-là, en fait, depuis 2013, Abder a commencé à en parler un peu autour de nous, donc à nous-mêmes, à mes amis, etc. Et on savait qu'on n'avait pas les compétences pour pouvoir les aider. On sortait de l'école, pas d'expertise. Donc on avait ça en tête et on s'est dit, bah ok, bah on va essayer d'avoir une expertise commune et essayer de pouvoir les aider peut-être un jour. Mais on s'attendait pas à pouvoir vraiment créer un projet autour de ça. Et on a commencé l'entrepreneuriat en réalité ensemble en 2016. On analysait les algorithmes sur Internet pour pouvoir prédire les tendances de vente. On créait des produits, on les vendait. Et en réalité, on est devenu expert en e-commerce au fur et à mesure. Et quand on est vraiment devenu expert en e-commerce, c'est quand on a craqué le code un peu du e-commerce. Le e-commerce, en réalité, c'est quoi? C'est de mettre en valeur un produit et de le vendre et de le proposer au plus grand nombre et aux bonnes personnes, surtout sur le web. Et donc, quand on est devenu expert de cela, on s'est dit, mais en fait, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense qu'on peut mettre notre expertise au service de ce projet-là. Comment on peut créer quelque chose autour du safran pour pouvoir aider. Et en réalité, l'essence même du projet, c'est d'apporter notre expertise à une population qui est en difficulté depuis des décennies. Je pense que le tableau, il est plus à refaire, mais l'Afghanistan souffre d'énormément de maux, plus de 60 ans de guerre. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs générations qui sont nées sous la guerre et n'ont connu que ça. Leurs parents étaient nés sous la guerre. Donc comment entrevoir un avenir dans son pays? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand tu te dis que 90% de l'opium mondial provient d'Afghanistan, ok, l'opium, on en fait aussi des bonnes choses, des médicaments, etc. Mais 85% de l'héroïne en circulation en Europe provient de là-bas. Donc si c'est un fléau là-bas, imagine-toi le fléau que c'est là-bas où tu peux acheter une dose d'héroïne pour moins cher qu'un bonbon. Donc imagine-toi l'insécurité qu'il y a dans les rues où quand un toxicomane a besoin d'une dose et prêt à peut-être casser ses relations familiales, alors avec quelqu'un d'étranger, c'est encore pire. Donc une insécurité qui est notable. Troisièmement, l'indépendance des femmes, une indépendance financière qui est extrêmement compliquée et aujourd'hui un accès à l'éducation qui est interdit carrément. Donc en fait, il y a tellement de mots, tellement d'impact que peut avoir le safran qu'on s'est dit, mais on est petit, comment on peut construire quelque chose dans lequel en fait le safran permet de faire rayonner tout ça, d'avoir un espèce de cercle vertueux et d'apprendre plutôt à pêcher à une communauté qui est en difficulté plutôt que de leur donner le poisson, de nous de grossir aussi, de pouvoir embaucher et puis de faire du bien grâce aux produits. Et c'est comme ça qu'en fait qu'on s'est naturellement tourné vers les bienfaits thérapeutiques du safran plutôt que culinaires. C'est une manière aussi de redonner un peu ses lettres de noblesse au safran et de montrer que avec cette épice qui pousse de l'autre bout du monde, on peut aussi sauver des gens et des vies ici. Et en fait, c'est un cercle vraiment virtueux, tu vois, entre deux populations qui ont des problématiques diverses, mais dans lesquelles finalement il y a un pont qui s'appelle le safran. Mm. Et bah, ce qui est impressionnant, c'est justement que vous avez un impact concret au safran parce que vous avez financé beaucoup d'heures de code Hmm. pour les femmes afghanes. Vous avez participé à pas mal d'initiatives. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Yes. Eh ben, il a fallu faire un choix dès le départ. En fait, avant même de commencer de se dire je vais vers les vertus thérapeutiques, avant même cela, c'était OK, comment on se focus sur un impact et on attaque un impact après l'autre, une action après l'autre, parce on peut pas aller tout azimut. Et donc la première action, c'était de se dire, la cause des femmes afghanes nous plaît vraiment et elle nous tient à cœur pour plusieurs raisons, mais notamment que dans la famille d'Abderrahman, il y a beaucoup de femmes et sa tante est directrice de l'hôpital de Kaboul, donc donc c'est un exemple aussi pour nous.
Donc pour toutes ces raisons-là, en fait, on a cherché une école et on en a trouvé une qui s'appelle Code to Inspire, qui est dans la région de Herat, là où est produit le meilleur safran du monde. Et donc il y a beaucoup de filles qui n'ont pas accès à l'éducation puisque les talibans ont fermé aussi le pays et ont fermé plutôt l'accès à l'école aux femmes. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est associé, on a inclus dans nos coûts de revient d'un produit des heures de scolarité. Je dis n'importe quoi, un produit me coûte 10 euros, dedans il y a déjà des coûts comme si c'était un opercule, comme si c'était un bouchon, comme si c'était une matière première. Et donc on a inclus des heures de scolarité, on a signé un MOU avec cette école et de manière trimestrielle, en réalité on fait un état des lieux des ventes et on leur envoie un virement tout simplement. Et au final, tu te rends compte qu'il suffit pas d'être grand pour avoir un impact. Même des petits comme nous, en fait, tu peux avoir un très bel impact dès le démarrage. Et nous, cette année, on a déjà financé 50 000 heures. C'est plus de 300 étudiants qui peuvent aller à l'école grâce à nous. Énorme. Alors que c'est que le début de l'aventure, tu vois. Si on prend de la hauteur sur Nali, je vois que ça te tient à cœur, donc je vais te poser la question plutôt que prévu. Euh, pour toi, dans quelle mesure une start-up, elle doit avoir un impact positif? Est-ce que c'est... Moi, j'ai un avis sur la question, mais est-ce que pour toi, c'est un peu le garant du changement de nos sociétés que les Hmm. entreprises prennent ça à cœur? Moi, j'ai une question. Moi, d'un point de vue perso, je suis très tranché là-dessus. Et j'ai deux visions. Il y a la vision business et il y a la vision santé. Hmm. On est quand même une start-up de la santé, e-santé. Et si on revient à la définition que donne l'OMS de la santé, elle dit que la santé, la définition de la santé, c'est pas l'absence de maladie, mais c'est un état de bien-être physique, mental et social. Donc déjà de base, si on prend la définition de cela, et quand on regarde l'état des lieux un peu de ce qui se passe et des produits qui sont vendus, je pense qu'il y a toujours une ou deux branches qui manquent aux produits que l'on propose. Donc concrètement, nous, la safranothérapie, comme on l'a pensé, c'est d'avoir un impact et d'avoir une espèce d'approche intégrative du bien-être et d'avoir un impact social aussi. Il commence par l'Afghanistan, mais ici, il continue par le suivi de nos patients, etc. Donc ça, c'est l'approche santé. Et de l'approche business, finalement, se rejoint avec la définition même de la santé. C'est pour moi, il y a quelqu'un qui m'a impressionné, qui m'a marqué. C'est Emmanuel Faber. Emmanuel Faber, l'ancien CEO de Danone. Il a fait un discours et que je trouvais ultra inspirant. Et il a dit une phrase. Il dit pour moi qu'il n'y a pas d'entrepreneuriat demain. En tout cas, le monde de l'entrepreneuriat court à sa perte, le monde tout court à sa perte. S'il n'y a pas de justice sociale. Donc c'est un terme encore plus fort, tu vois, de justice sociale. En fait, l'écart se creuse entre les très riches et les très pauvres, et on creuse l'écart de plus en plus. Et nous, à notre niveau, ce qu'on a remarqué, c'est que quand tu montes une boîte, ou quand les startups montent des boîtes, ou quand les PME, les entreprises montent une boîte, montent un projet, ils sont tous focalisés sur leurs clients. Ok, je vais faire des interviews clients, je vais faire ce qu'on appelle du design thinking, je vais comprendre quels sont les pains de mon client pour pouvoir après en tirer la meilleure offre possible pour que ça soit un banger. Ok, mais en derrière, après, je vais toujours tirer les prix au plus bas avec mes producteurs, mes agriculteurs, je vais leur tirer dessus, etc., etc. En réalité, cette justice sociale, moi, comment je la comprends et comment je l'envisage, c'est de comprendre, comme j'ai compris qui étaient mes clients qui vont acheter mes produits, qui vont faire vivre les agriculteurs et nous faire vivre nous, eh ben, je vais essayer de comprendre aussi les problématiques de mes agriculteurs et de mes partenaires. Et je vais aussi avoir un cercle vertueux en comprenant quelles sont les problématiques de quoi? De mes employés à moi. Et de les faire grandir. En réalité, il n'y a pas de bien-être s'il n'y a pas de bien-être au sein de mes équipes, s'il n'y a pas de bien-être au sein de mes producteurs, s'il n'y a pas de bien-être au sein de mes clients. Et il faut regarder en fait ces trois composantes afin je pense, de grandir ensemble et d'avoir une espèce de cercle vertueux. Et moi, c'est ça ma vision, en tout cas de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat impact. Peut-être que c'est aussi de l'empathie qui manque dans nos entreprises à l'heure actuelle. Peut-être, peut-être. Après, j'ai pas la science infuse, mais il manque beaucoup de choses. Et je pense pas que j'ai la clé et j'ai la baguette magique. Mais en tout cas, je pense que tout le monde à son niveau peut œuvrer, peut faire quelque chose de bien et transformer en tout cas au moins son entourage et les personnes qui le côtoient Hmm. dans une nouvelle manière de consommer, ne serait-ce que voilà dans sa consommation quotidienne je sais pas moi de boissons gazeuses, etc. Bref, on a tous quelque chose à améliorer dans notre quotidien en réalité. Oui, une question que je me pose quand je t'écoute parler, c'est que à Nali, on voit les choses en grand, autant socialement qu'en termes business. Et moi, je me demande comment on fait pour allier le e-commerce et le grand nombre et l'impact social et la qualité. Hmm. Par rapport à votre construction, vous avez développé un brevet et un procédé d'extraction moléculaire. Comment on fait pour rester qualitatif quand on a des enjeux aussi grands?
On se trompe beaucoup déjà. Et je pense je pense qu'on a une équipe extrêmement complémentaire. C'est ce qui fait la force de Nali aujourd'hui. C'est que nous, les associés, en tout cas, on est extrêmement complémentaires. Et quand on a voulu s'associer, on a fait des tests de personnalité pour comprendre qui était qui, comment les personnes réagissaient en période de stress, en colère, etc. Et je pense que c'est ce qui fait vraiment notre force. Il y a des personnes qui sont très optimistes, très rêveurs. Moi, clairement, je suis très optimiste, très rêveur, je fonce toujours. Et puis j'ai des associés qui sont beaucoup plus analytiques, terrain, posés. Et ça fait vraiment du bien. Et c'est ce qui permet, je pense, de toujours, ok, d'avoir un cap super loin, mais d'être sûr d'avoir les bons outils pour y arriver. Tu vois? Et je pense que c'est ce qui fait la réussite. Après, après, sur la qualité, en fait, la qualité de nos produits fait partie de nos valeurs en fait d'entreprise. Quand on a créé notre société, on s'est dit mais quels sont les trucs sur lesquels on va jamais revenir. Bah on a la meilleure épice du monde et on fait en sorte de toujours avoir la meilleure qualité de safran qui existe. Ça c'est la première chose. Et la meilleure qualité de l'épice fait la qualité de notre produit parce qu'aujourd'hui, quand on dit qualité, c'est pas juste la qualité gustative, c'est les teneurs moléculaires, donc ils nous intéressent pour avoir un maximum de molécules dans le produit fini et donc un maximum d'effets. Et donc quand on se dit ça, de base, ça on parle pas, on discute pas et on négocie pas sur la qualité de nos produits. Et ensuite, sur l'impact aussi, l'essentiel. En fait, il y a beaucoup de gens qui veulent faire beaucoup et en fait, ce qui est important, c'est pas de faire beaucoup, c'est d'être présent sur la durée, de faire peu mais constamment. Et ça, c'est une action qui est dure, de faire peu mais constamment plutôt que de faire une fois une action, coup de poing. Nous, bah, et ça a été très long. Quand on regarde un peu le marché du complément alimentaire, du moment où on a pensé à monter une boîte de compléments alimentaires et du moment où on a lancé notre produit, c'est écoulé un peu plus de 3 ans. En 3 ans, le monde du complément alimentaire, il a complètement changé. Il y a eu des marques qui sont sorties, mais de nulle part, avec des gammes de produits, etc. Mais au final, combien sont encore en vie aujourd'hui? Combien sortent encore? Et c'est pas la rapidité d'exécution qui prime pour moi, c'est la qualité ou les racines. Plus elles sont profondes, plus tes fondations sont profondes, plus ton projet peut espérer aller loin. Et c'est ce qu'on a fait. On a mis du temps, on a pris du temps pour construire ce qu'on voulait. Qu'est-ce qu'on n'aime pas, etc. Et qu'est-ce qu'on veut pas. Quels sont les sujets sur lesquels on négocie, quels sont les sujets sur lesquels on négocie pas. Et une fois que ça c'était clair, et ben aujourd'hui on déroule. Et comme tu le vois, bah, comme on déroule maintenant, parce que tout est plus simple, pas parce qu'on est intelligent, mais parce qu'on a bien réfléchi les choses pendant longtemps. Et aujourd'hui ça déroule, ça roule tout seul. Vous avez bien réfléchi et en plus, vous vous êtes bien entouré parce que vous vous êtes entouré d'un comité scientifique, Ouais. d'experts. C'est vrai que on l'a pas précisé, mais le safran, voilà, il a une efficacité qui a été Ouais. prouvée par des études cliniques. Qu'est-ce que tu peux Hmm. nous dire un peu de ta manière de bosser avec le comité scientifique? Ouais. Eh ben, je vais revenir à une phase en amont. On n'a pas encore déposé, on n'a pas encore notre brevet. On est en cours de dépôt du brevet. Ça, je tiens à le dire. Et c'est important. C'est important parce que je vais pas dire quelque chose que j'ai pas fait. Et la deuxième chose, c'est que très rapidement, parce qu'on voulait créer quelque chose de grand, comme tu l'as dit, avec des fortes ambitions, et j'avais pas honte de le dire. Eh ben, je savais que on avait besoin d'être entouré par des experts dans leur domaine, tu vois. Que ce soit un bon comité scientifique, parce qu'on veut des produits de qualité, on veut être sûr de pas dénaturer cette belle épice, etc. Et on a construit aussi un comité stratégique, parce qu'il faut une stratégie aux petits oignons pour pouvoir réussir ce qu'on le souhaitait entreprendre. Et donc on a construit avec mes associés un comité scientifique avec des personnes qui sont clés aujourd'hui pour notre développement. La première personne qu'on a intégrée, et chaque personne de tous nos comités, on les a intégrés parce qu'on avait des problématiques à certains moments donnés, tu vois. Donc on n'est pas allé chercher parce que son prénom fait beau, parce que son poste fait beau. C'est parce qu'on avait un vrai besoin. La première personne qu'on allait chercher, c'était docteur Estelle Hainaut. Elle est docteur en biochimie. Ok. Il y a près de 15 ans, elle a développé l'un des premiers procédés d'extraction moléculaire du safran sur le marché. La nana, elle est juste experte du safran, tu vois. C'est sa passion. Et elle a déposé des brevets, elle a posé plein d'études, etc., etc. Donc quand je lui ai écrit et je lui ai dit carrément au culot, bonjour Estelle, j'ai vu ton truc, j'ai vu ton profil, j'ai vu ce que tu as fait. S'il te plaît, viens, on discute. Nous, on est une jeune start-up, on a plein d'ambitions, on veut sauver le monde. Et elle a kiffé l'entreprise, mais vraiment. Et elle s'est engagée avec nous, elle nous a aidé à développer notre propre procédé d'extraction moléculaire. Donc ça, premier problème réglé, c'était comment je sécurise mon extraction moléculaire. Deuxième personne que j'intègre, j'avais du mal avec les intégrations autour des plantes, tu vois. La phytothérapie, clairement, moi je suis pas phytothérapeute, j'avais un associé qui était docteur en pharmacie, etc., mais j'avais besoin d'un expert dans le domaine. On allait chercher Jean-Michel Morel.
Il est expert en phytothérapie, jeune médecin retraité, j'aime bien l'appeler jeune retraité. Euh, et en fait, il a écrit pas mal de bouquins sur la phytothérapie. Il a développé Wikiphyto, la plus grosse base de données phytothérapie en France. Et en fait, c'est à lui qu'on va poser la question, bah, avec quoi je vais associer mon safran en réalité dans mes formulations pour maximiser les effets que je vais aller chercher, l'allégation que je vais aller chercher. Et lui, ça fuse dans sa tête, on fait plein d'essais avec lui, et c'est incroyable. Une troisième personne que j'ai intégrée, c'est un docteur en pharmacognésie, qui est maître de conférence ici sur Lyon, Serge Michalet. Et enfin, la troisième, c'était une naturopathe qui est proche des patients. Et sur la base de ces patients, des problématiques et des maux de ces patients qu'on a développé aussi notre gamme, tu vois. Donc en fait, on essaie d'être de bout en bout, tu vois. Au niveau scientifique, mais aussi au niveau patient. Qu'est-ce que le patient veut? C'est quoi les maux d'aujourd'hui? Il y a les études de marché, mais il y a aussi le terrain, tu vois, qui parle. Et donc c'est comme ça qu'on a construit notre comité scientifique et qui aujourd'hui est réuni à chaque fois qu'on en a besoin, que ce soit au développement de la safranothérapie à la base, à la fondation, mais que ce soit aussi au développement de chacun de nos produits, de nos idées. C'est la question que j'allais te poser. Comment tu travailles avec eux quand il y a une nouvelle gamme de produits? Est-ce qu'ils sont partie active de la construction du produit? Ouais, bah clairement. Aujourd'hui, les cycles de développement, ils sont assez longs, Hmm. surtout quand tu développes tes propres formules. Parce que des formules, il y en a un ribambelle. Je peux sortir un produit en 3 mois si j'ai envie, parce qu'il y a des catalogues de formules qui existent déjà chez des façonniers, des laboratoires, etc., qui sont plus ou moins bonnes, hein, je ne critique pas. Mais quand tu as un fil conducteur et que tu as envie de pousser à bout, jusqu'au bout, je veux dire, tes idées, ça prend beaucoup plus de temps. Donc ouais, effectivement, mon comité, moi, en fait, on réunit notre comité à minimum une fois par trimestre. Et à certains trimestres, on les réunit plus d'une fois. Et donc, on fait un kick-off où on parle des formules qu'on souhaite développer, puisqu'on les développe en interne. On les fait challenger. Et clairement, en fait, c'est un échange tout au long du circuit, du développement de la formule des galéniques, des actifs qu'on va utiliser, des dosages, etc. On co-construit tout ça avec eux, tout le temps. C'est pas un comité qui est là pour faire beau sur le site. J'ai des blouses blanches sur mon site web. Non, ils construisent les produits avec nous. Canon. Et ben, du coup, ça a été quoi? Tu parlais de challenger. Ça a été quoi tes premiers retours utilisateurs sur les produits? Moi, je m'y attendais pas, en tout cas, à ces résultats, à ces effets-là, en tout cas. En fait, quand on regarde notre produit, notre premier produit, et on a eu la chance que notre premier produit soit un best-seller d'entrée. Il y a beaucoup de marques qui tentent des produits, il y a beaucoup de produits qui fonctionnent pas sur le marché. Tu penses avoir un bon produit pour le marché, mais au final, le marché, il est roi aussi. Et je m'attendais pas à autant de retours positifs, clairement. En fait, quand on a construit nos fondations, on s'est dit, on va aider l'Afghanistan, on va aider ces femmes, etc. Puis, on va essayer de faire un produit quali. Et puis, le stress, c'est pas forcément le secteur, le vecteur le plus porteur du marché non plus. Et quand on voit la croissance que l'on a avec ce produit, c'est juste incroyable. En fait, je regarde, au début, enfin, jusqu'à il y a 2, 3 mois, je m'étais envoyé un espèce de flux d'emails, tu vois, quand je recevais des commentaires, des avis clients, je les recevais directement dans ma boîte mail. Mais et on se les partageait avec mes associés. Et on analysait à chaque fois ces avis. Et quand je vois, mais des retours ou des personnes, on ne fait pas un marketing pour aller chercher des avis clients. C'est les clients qui viennent à nous pour dire, bah écoutez, il m'arrivait telle et telle chose. D'habitude, je réagissais comme ça. Là, j'ai réagi différemment. Il y a plein d'avis. Il y a un avis qui me vient en tête là maintenant. C'est une nana qui dit, écoutez les gars, merci, vous avez changé ma vie, alors que je lui ai rien demandé. C'est pas qui je suis. Elle a acheté un produit. Sûrement que le marketing était bon. Elle savait pas que le produit allait fonctionner comme ça. Et qui me dit, vous avez changé ma vie. Moi, je m'y attendais pas vraiment. Et elle me dit, je vous ai changé ma vie parce que depuis que j'ai perdu un proche, je sais plus si c'est son papa ou sa maman, d'accord? Je ne pouvais plus aller me recueillir sur sa tombe. J'étais tellement angoissé à l'idée de me retrouver devant la tombe que je n'y allais pas et ça me pèse au quotidien et ça m'a créé un espèce d'état anxiogène et au quotidien ça me suit. Et j'ai pu enfin aller me recueillir sur la tombe de ce proche-là grâce au produit. Moi, je dis, mais c'est pas possible. Je dis, c'est un fake, tu vois. Je m'y attendais pas. Mais c'est des retours qui sont forts, tu vois. Ou ça fait 5 ans que j'ai pas trouvé un sommeil réparateur. Depuis que je prends votre produit, je dors comme un bébé, je me réveille le matin. Ou mon mari me reconnaît plus. D'habitude, j'étais vraiment angoissé, très stressé avec les enfants. Mais ça, c'est des retours qu'on a au quotidien sur notre site web. Et moi, ça m'a changé. Et le meilleur retour que j'ai reçu, c'est quand on a développé Collagène, et quand on l'a mis sur le marché, certes, il y a eu une rupture de stock en 5 semaines. Ça, c'est des faits business. Ça marchait, trop bien. Mais quand ma mère, elle a utilisé qu'il y a des problèmes d'articulation et qui m'a dit, Nadia, ton produit m'a vraiment fait du bien. Moi, ça, c'était le meilleur retour pour moi. Si le produit fonctionne pour ma mère, j'ai tout gagné. Tu vois? Canon. Mais du coup, tu as dit, je reviens sur ce que tu as dit, on a eu de la chance que le premier produit soit un best-seller. Tu penses que c'était de la chance? Ouais, ouais, c'est pas que de la chance.
Parce qu'en réalité, il y a toujours une partie de chance, une part de chance. Et en fait, si tu veux, tu peux changer le terme chance, pas le marché, tu vois. Une partie, est-ce que le marché va le prendre ou pas? Mais en réalité, on s'est tellement entouré de bonnes personnes. On a tellement mis du temps dans la R&D, on a tellement investi dans la R&D, dans le packaging, dans la forme galénique, on rentrera peut-être dans les détails, mais on a tellement pris du temps pour chacun des détails qu'on a laissé peu de place à la chance, tu vois. Et après, forcément, il y a une part marché. Quand tu dis il y a une part de marché, pour toi, c'est quoi? Est-ce que tu as une vision des ingrédients du produit qui marche? C'est dû à quoi? C'est le safran. C'est le safran et son côté innovant, en fait. En fait, il y a très peu de produits anti-stress sur le marché qui sont spécifiquement tournés sur le stress de cette manière avec ce. En fait, je vais prendre la boîte orange, Sérénité. Je vais t'expliquer un peu, en fait, l'approche que l'on a eue pour développer ce produit. Mis à part le côté scientifique, si j'enlève ce côté-là, qui est ultra important pour avoir un produit efficace, on a eu une approche holistique. Aujourd'hui, tout le monde parle de produits holistiques, de gamme holistique, etc. Nous, cette approche, on l'a vraiment poussée jusqu'au bout. Le goût du produit, on a voulu faire une gomme. Les gummies, c'est décrié sur le marché. Il y en a plein qui sortent le drapeau dès que c'est les gummies. On a mis presque 2 ans pour trouver un façonnier qui fait pas une gomme à base de pectine de fruits qui est montée en température à plus de 100 degrés. Pourquoi la gomme, le gummies, il est décrié par les scientifiques? Parce qu'en fait, dans le process de création de la gomme, il y a plusieurs montées en température qui dépassent les 100 degrés. Ça détruit les principes actifs. Aujourd'hui, notre gomme, elle est faite à basse température. C'est une technologie brevetée à moins de 30 degrés. Donc, je dis ça à un pharmacien, il me dit, ah, ok, viens, on parle. Maintenant, on parle sérieusement, tu vois. Ils nous prennent au sérieux. Donc, juste la gomme, la technicité de la gomme, elle est brevetée. Elle est faite à basse température. Elle permet de garder un maximum de principes actifs. Pourquoi j'ai voulu faire une gomme? Parce qu'il y a une meilleure absorption sublinguale. Tu manges le truc, tu mâches le truc, tu es stressé, tu as besoin d'en avoir un effet sur place tout de suite. Je suis stressé maintenant, pas demain. Je suis stressé maintenant. Et donc, on ressent les effets dans les 30 minutes. Le goût, on l'a travaillé avec un chef. On est on est de la région lyonnaise. On est un chef de l'Institut Paul Bocuse, avec qui on a travaillé pour travailler ce goût, pour avoir un très bon goût, pour avoir une espèce d'expérience. Quand tu goûtes le truc, tu es content. Tu participes déjà au bien-être en fait de la personne. C'est mon petit côté sucré de la journée, je suis content. L'odeur, c'est la même chose. Ok. Le packaging, le visuel. Le packaging, est-ce que tu as déjà vu une boîte comme ça? En réalité, c'est une boîte qui casse complètement avec les codes du complément alimentaire. Elle est carrée. On a sourcé des boîtes dans le monde entier. À un moment donné, sur mon bureau, j'avais des boîtes du monde entier. J'en ai plus d'une centaine. On est allé chercher au Japon, en Italie, en Hongrie, en France, de partout. Et finalement, une boîte sérigraphiée de cette manière, qui ressemble à une boîte cosmétique, ça a complètement cassé les codes. La couleur. Le stress, généralement, c'est plutôt des couleurs assez sombres. On a mis une couleur très, très gaie, tu vois. Et finalement, le stress aussi, quand on analysait aussi le stress, les personnes se mentent à elles-mêmes. On a honte de dire qu'on est stressé. Et donc, du coup, on prend pas nos cachets parce qu'on oublie, parce que généralement, on prend le soir tout seul à la maison quand je suis tout seul. Moi, en fait, on voulait faire une boîte qui soit transportable, qui soit un peu un petit coup un petit goût sucré, une petite odeur qui soit bonne, et que tu n'aies pas honte de la poser sur la table et même la faire goûter à tes collègues. Et aujourd'hui, nos clients, en réalité, c'est comme s'ils disaient, je suis stressé, ils posent la boîte sur la table, mais en réalité, ils disent pas qu'ils sont stressés, ils disent, bah, venez goûter, j'ai un truc super sympa. Et ils font goûter le produit. Donc Et on a c'est des mes équipes ambassadeurs, super tu vois. détendues. Exactement. Et en fait, on a poussé la réflexion jusqu'au bout, tu vois, dans le produit et Et, tout ce qui compose le produit. mais du coup, ma question c'était plus, tu sais, si tu prends de la hauteur sur Naali, globalement, pour se positionner sur un Mm, nouveau marché, quand tu construis un produit, pour toi, c'est mm. quoi l'ingrédient clé? Parce que tu m'as parlé de marché. Est-ce que c'est le fait d'avoir un bon timing? Est-ce que c'est le fait d'être allé au bout des choses? La qualité, l'équipe? Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait la différence? Ouais, il y a plein de choses. Mm. Encore une fois, il y a tellement de choses qui font que tu vas réussir ou pas, que j'ai pas la baguette magique. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que il y a un concept en marketing qui est extrêmement vrai, qui te permet de savoir comment tu vas t'en sortir dans cette histoire de marché. Il y a un concept qui s'appelle l'océan rouge et l'océan bleu, qui est extrêmement important. L'océan rouge en marketing, c'est un univers qui est ultra concurrentiel, où finalement on est des milliers avant des produits stress, avant des produits sommeil, et en fait on n'a pas de fil conducteur, on n'a pas d'histoire à raconter, on n'a pas d'ingrédients en particulier, et donc la seule manière de se différencier, ça va être une guerre des prix. On, rouge sang en réalité, en fait, on va se faire une guerre de prix, d'accord? Et donc ça c'est l'océan rouge. Et ça c'est quand tu es une marque, tu construis une marque. Mais quand tu sors de la marque et que tu crées ton concept, tu sors de l'océan rouge pour aller dans un océan bleu, où tu vas leader ton marché en termes de prix, en termes de vision, et tu fais ce que tu as envie de faire, toi. Et ça marche. Parce qu'en réalité, il y a plein de marques qui sont pas dans la santé. Je vais te dire, par exemple, je sais pas moi, Hermès, avec des sacs à plusieurs milliers d'euros. Mais toi, si ça te plaît pas, tu demandes une réduction, on va pas te la faire.
Si tu pars, quelqu'un d'autre va venir l'acheter. En réalité, c'est soit tu prends l'offre ou tu la prends pas. Et en réalité, c'est ce concept d'océan bleu. Et en fait, il faut être dans ce concept plutôt qu'une marque, je pense, afin de réussir dans ce marché ultra concurrentiel. Avoir une vraie barrière à l'entrée, qu'elle soit scientifique ou qu'elle soit dans la traçabilité de tes ingrédients, bref, quelle qu'elle soit. Il faut une barrière à l'entrée. Parce que l'univers du complément alimentaire, il est extrêmement concurrentiel, clairement. Pour un acteur d'un domaine aussi concurrentiel, vous avez réussi la prouesse de lever des fonds récemment. Vous êtes en Ouais. pleine hyper croissance, donc c'est super cool. Et en faisant mes petites recherches, j'ai vu que vous avez mis plein de choses en place. Vous avez retravaillé votre process d'onboarding. Vous avez développé un Mhm. séminaire autour de la communication non violente. Comment, Mhm. quand on est cofondateur, on gère une période post-levée de fonds et une croissance? On la gère plutôt bien. Il y a des nouveaux problèmes qui apparaissent. Déjà, je pense que c'est satisfaisant quand on crée et quand on se donne pendant près de 3 4 ans, qu'on fait autant d'efforts, de pouvoir être valorisé par une levée de fonds. Je dis pas que c'est une fin en soi, mais de dire qu'il y a des acteurs qui te suivent et qui croient en projet, ça fait vraiment du bien. Et tu te dis, ah, je vais enfin pouvoir un peu souffler. Je dis bien un peu parce qu'en réalité, tu souffles pas. Mais tu te dis, ben, j'appréhende d'autres problématiques. Mon problème aujourd'hui, c'est plus de vendre, c'est de, c'est l'autre partie. Ok, aujourd'hui, j'ai trouvé mon marché, j'ai développé mon produit, j'ai trouvé mon marché. Maintenant, c'est comment je continue à avoir un impact sur le long terme, mais comment aussi je vais créer une atmosphère de bien-être chez moi, chez Naali, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'on a tout de suite se dit, ben, on a besoin de bras, et on s'est entouré, on est passé à 12 personnes. Donc, tu vois, quand tu passes de 0 à 12, t'as 4 associés, tu passes à 12, tu vois, ça commence à être un peu plus compliqué. Tu te connais pas vraiment, et donc il faut apprendre à se connaître. Donc, on a organisé un séminaire, on a ramené 2 consultantes pour pouvoir un peu faire des jeux de tests de personnalité, comprendre qui, comment chaque personne est. On a placardé, justement, on a fait le test de l'énéagramme. Et du coup, ça nous a permis d'avoir des profils, mettre des noms sur des profils, tu vois. Et donc, du coup, ce qui permet de mieux appréhender ou mieux appréhender une période de stress, par exemple, d'un collaborateur. Tu sais comment il peut réagir en termes de, en temps de stress. Donc, tu vas l'aborder d'une certaine manière parce que tu sais qu'il est tel et tel profil et d'énéagramme, tu vois. Et ça, c'est super intéressant. Et d'avoir fait ça, pas que avec les cofondateurs, mais avec les équipes, je pense que c'était salvateur. Ça nous a appris à mieux nous connaître. Ça nous a appris aussi à nous écouter, tu vois. Et ça, moi, ça a tout changé. Je pense que je vais le mettre en place à chaque onboarding, tu vois. À chaque onboarding. Et pour moi, en tout cas, c'est la clé, moi, ce que qu'on a pour les prochaines années, tu vois. C'est le people, tu vois. C'est comment je mets l'être humain au centre de mon projet, tu vois. Je tenais à Ali. Comment je l'onboard, comment je l'accueille, mais comment je fais en sorte qu'il se sente bien et qu'il trouve sa place chez moi. Et que surtout, c'est pas qu'il dépasse les attentes. J'attends de lui, en fait, si je l'embauche, qu'il soit meilleur que moi, en fait, sur le domaine sur lequel je l'ai embauché. Et que lui, il m'apprenne des choses, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas à moi de lui apprendre des choses ou de lui driver, écoute, tu me rédiges telle et telle note pour aujourd'hui ou pour demain. Ça m'intéresse pas, ce genre de relation. Je veux, en fait, des personnes qui soient engagées dans la marque, dans les valeurs et que tout ce qu'ils font, ils disent, mais en fait, là, tout ce que je suis en train de faire, que ça soit même une newsletter, c'est pour développer cette notoriété de Nali qui fait du bien à travers le monde par rapport à ses patients, par rapport à ses agriculteurs, tu vois, et qui se sentent bien en fait de le faire. Et qui, par la même occasion, par ce travail-là, se dit, en fait, moi aussi, je suis en train de faire du bien, tu vois. Et du coup, en recrutant des talents et en gérant cette période d'hypercroissance, comment tu fais pour les faire se sentir à l'aise au quotidien? Les talents, on le sait, sont pas toujours faciles à manager. Comment ça se passe? Est-ce que tu as des astuces? Est-ce que des réunions avec un certain feedback? Comment ça Ouais, fonctionne avec eux? c'est vrai que moi, j'ai été formé à la culture du feedback chez Amazon, c'est feedback, 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 et le feedback fait l'homme. Et je pense que c'est ce qui manque un peu dans la culture un peu francophone. C'est un manque de feedback, tu vois, et quand ça va ou quand ça va pas. Et on essaye de mettre en place un peu la culture du feedback sans la pousser à l'américaine non plus, parce qu'on n'est pas des Américains, on reste des Français. Donc il y a des manières, des manières, je veux dire, des tournures de phrases pour tourner un feedback. Et on est en train de se chercher encore, on est en train de créer ces nouvelles routines. Là, je suis en train de te parler. Ça fait à peine 10 jours qu'on a intégré nos nouveaux locaux, donc c'est tout nouveau. On n'a même pas encore pris nos marques dans les nouveaux locaux. Et de la même occasion, en fait, l'équipe, elle est très récente aussi. Et donc, on est en train de créer, tu vois. Par exemple, un truc simple, on a mis un arbre des gratitudes à l'entrée du bureau, tu vois, où chacun, finalement, s'il a envie de passer un message à quelqu'un d'autre en anonyme, il le fait. Tu vois, merci beaucoup pour l'email, merci beaucoup pour la petite pensée, merci beaucoup pour le café, ou merci pour ton taf, il est incroyable. Tu vois, des petits mots, c'est l'arbre des gratitudes. On essaye d'implémenter des petites choses, finalement,
en réalité, les montagnes, elles sont faites de petites pierres et c'est des petites pierres qu'on essaie de mettre en place dans notre quotidien qui permettront d'avoir une atmosphère très agréable dans les bureaux, tu vois. Il y a un aspect de la personnalité que tu as soulevé plusieurs fois qui m'intéresse. Tu as mentionné plusieurs fois la gestion du stress et la gestion des situations un peu difficiles et ce que ça peut révéler de la personnalité des collaborateurs. Pour toi, quand on entreprend, on sait tous qu'il y a des hauts et des bas. Comment on fait pour gérer l'incertitude et pour être stable et pour pouvoir Hmm. se maintenir? C'est une vraie question. Je pense que, en tout cas, moi, j'ai cette vision où le collaborateur, il doit pas subir les incertitudes de la direction, tu vois. Pour moi, hein, pour la stabilité mentale d'un salarié, de se dire tous les matins est-ce que je vais mourir ou pas, parce qu'une startup, elle est prête à mourir tous les 3 mois, tu vois. Et donc, si quand t'es salarié, si tu te dis que dans 3 mois, je sais pas où est-ce que je vais faire, comment je vais faire et quel salaire je vais avoir, ça c'est, je pense qu'il y a des informations qu'il faut fournir et des informations qu'il faut pas fournir, tu vois. En tout cas, fournir avec parcimonie, tu vois. Et c'est une vraie pression maintenant qu'on a des salariés, une pression de réussite, une pression d'atteinte de résultats. Et c'est une pression en réalité qu'on se mettait déjà avant d'avoir les collaborateurs. Et aujourd'hui, ouais, je préfère les payer eux que me payer moi. Ça, c'est une certitude. Mais ils le sauront pas. Ils le sauront pas, ils le savent pas. Et je pense même qu'ils pensent tous que je suis bien mieux payé qu'eux, alors qu'ils sont tous bien mieux payés que moi, tu vois. Mais ça fait partie, en fait, du jeu de l'entrepreneur. L'entrepreneur compte pas ses heures, il monte, c'est son bébé, il investit dans le temps, tu vois. Il investit dans le temps et il donne tout ce qu'il a à la boîte pour faire en sorte que ses collaborateurs sont bien, soient bien. Quand ses collaborateurs sont bien, ils lui rendent bien, et ainsi de suite. Et en réalité, nous, c'est ça. Aujourd'hui, on est là-dedans. C'est ne pas donner d'incertitude et on s'est sécurisé un maximum avec la levée pour avoir un maximum ou un minimum d'incertitude, tu vois. Et aujourd'hui, on a une vision et on s'y tient et on y va. Du coup, tu leur diras de ne pas écouter l'épisode de podcast. Non, mais ils seront... Là, tu vois, je vais te dire un truc. J'ai pas encore de... Tu vois, là, c'est les bureaux. On verra pas, mais on entend. En tout cas, il n'y a pas de vitre. Il n'y a aucune vitre, aucune porte qui est fermée parce que les bureaux sont pas encore finis, tu vois. Et j'ai eu mes comités stratégiques cette semaine où ils entendaient toutes ces problématiques qui se posent pendant l'hypercroissance. Et ils sont venus me voir après en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout va bien. Je dis, ouais, ouais, tout va bien. Tout va bien. Pour l'instant, je peux pas trop me cacher. Donc, je fais tous mes calls comme ça. Et en plus, je parle fort. Donc, tout le monde entend tout ce que je dis. Donc, Et si tu nous parlais un peu de tes cofondateurs, c'est comment d'entreprendre à plusieurs? ah, C'est, c'est le rêve d'entreprendre à plusieurs. Il y en a certains qui me disent, ouais, vous êtes trop nombreux, vous êtes quatre, même des fonds d'investissement, tu vois, quand tu rentres dans le game du fonds d'investissement, vous êtes quatre, c'est trop, etc. En réalité, je pense que on serait jamais arrivé là où on est si j'étais tout seul. Ça, c'est une certitude. Même à deux. C'est une force tellement incroyable. Et la première chose qu'on nous a dit, c'est un risque. Vous êtes quatre, vous êtes nombreux, vous êtes des amis, tu vois. Mais en réalité, tout ça, on l'a retourné en force, en fait, dans notre aventure. Mes associés sont complètement différents de moi et moi je suis complètement différent de mes associés en termes de personnalité, en termes de vision, etc. Et ça a fait notre force. Chacun il a son expertise. Et quand un de mes associés me parle, je considère que c'est un expert dans son domaine et sa parole elle me fait fou. Tu vois, sa parole je la bois, je la bois parce qu'on a une confiance mutuelle entre nous qui est juste incroyable. Ça c'est la première des choses. La deuxième chose, quand bien même on est des associés, on a quand même mis les choses, on a mis carte sur table dès le démarrage. Qu'est-ce qui se passe si de toi tu tombes malade? Qu'est-ce qui se passe s'il se passe ci? Qu'est-ce qui se passe ça? Etc., etc. Et cetera. Et parce qu'on s'est tous investis à plus de 4000% dans cette aventure. Et pour moi, quand il y a eu des moments qui étaient extrêmement compliqués, heureusement qu'il y avait mes associés parce que seul j'aurais abandonné ou vice versa pour mes associés. On se tire vers le haut. Dès qu'il y en a un qui est pas bien, ben, l'autre il le tire vers le haut et ainsi de suite, tu vois. Franchement, pour moi, s'associer, c'est une clé en tout cas de l'entrepreneuriat. Si on veut monter un projet qui va très loin, on peut pas y aller tout seul. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible d'aller très loin tout seul. On peut construire des choses, on peut faire des belles choses, mais aller tout seul, loin, je vois pas comment en tout cas. J'aimerais bien qu'on prouve le contraire. Pour entreprendre dans la santé, tu donnerais quel conseil pour choisir ses associés? C'est des vraies questions compliquées que tu poses, mais T'as un joker si tu veux. non, je vais répondre, mais pour entreprendre dans la santé, c'est de mettre carte sur table. En réalité, en fait, quand on s'associe avec quelqu'un, c'est un contrat de mariage. C'est comme un contrat de mariage. En réalité, son associé, on le voit peut-être plus que son conjoint ou sa conjointe. Et on va passer du temps ensemble. Et donc, il faut se connaître. Il faut une période sur laquelle on doit se jauger avant de s'associer. Et si on doit s'associer avec quelqu'un,
on va s'associer avec quelqu'un qui a une expertise que toi, tu n'as pas. On s'associe pas avec quelqu'un que tu peux salarier. Pour moi, hein, c'est ma vision de l'entrepreneuriat, même santé ou de manière générale. Je m'associe pas avec quelqu'un finalement que je vais pouvoir payer en freelance et puis dans 2 ans, je n'aurai plus besoin de sa personnalité. Je m'associe avec quelqu'un parce qu'il a des compétences, parce qu'il a une vision, parce qu'il a une stratégie qui me permet de me dire que demain, lui et moi, on est les bonnes personnes pendant 10 ans, tu vois. Et donc, il faut avoir une vision court terme et long terme quand tu t'associes, c'est pas évident. Et il faut une période un peu de se jauger avant de s'associer. On commence à travailler ensemble, à faire des projets ensemble et voir comment finalement nos caractères, est-ce qu'ils sont compatibles ou pas. Parce qu'il y a le côté humain plus que technique. La technique, ça se trouve. La technique, c'est pas ce qui manque. Mais le côté humain, l'humain, c'est ce qui est le plus complexe. Et si l'humain ne fit pas, c'est compliqué. La complémentarité. Exactement. Bah écoute, Nadir, on va arriver à la dernière partie de cet épisode de podcast. Donc je vais te poser les 3 questions que je pose à tous les invités. La première, en considérant l'évolution rapide du monde de la santé et de la technologie, où vois-tu Naali dans 5 ans? Naali, dans 5 ans, je le vois très haut. Dans 5 ans, je vois Naali comme l'acteur de référence de la safranothérapie, un terme qu'on a inventé d'ailleurs. Et pour moi, en fait, dans 5 ans, je serai toujours dans ce processus d'innovation, tu vois. Proposer toujours des solutions, toujours plus efficaces, toujours avec je garderai toujours la qualité au centre de mes projets. Mais dans 5 ans, j'aimerais ajouter une corde en plus, une flèche en plus à mon arc, qui serait le fameux spa qu'a Caudalie avec la vinothérapie, le spa de Naali. Et quand je dis spa entre guillemets, parce qu'on va pas créer un spa, il y en a plein, il y en a qui savent mieux faire les choses mieux que nous. C'est comment je vais pouvoir apporter une offre complémentaire à mes clients parce que mes clients ils prennent mes produits, mais je sais très bien que la racine des problèmes, on n'y répond pas en réalité. Et le rêve pour moi, c'est que dans 5 ans, je puisse me dire à mes clients, prends mon produit, t'en auras plus jamais besoin après. Ça serait fou quand même. Alors que toutes les marques te disent, mais j'aimerais avoir moi un client à vie, j'aimerais qu'il soit malade à vie parce que ça me fait des ventes. Moi, mon rêve, dans 5 ans, c'est de me dire, tiens, je suis sûr, prends mon produit, prends mon offre, tu n'auras plus jamais besoin de ça dans toute ta vie. Tu rêves grand. Ouais, Bah, il faut, il faut rêver, il faut. faut rêver. C'est bien, il faut, c'est ta marque de fabrique. Euh, Si tu avais le pouvoir de changer un aspect du secteur de la health tech en France, lequel serait-il? C'est la réconciliation un peu on va dire, de l'approche thérapeutique traditionnelle, tu vois, avec l'approche dite conventionnelle, tu vois. Hmm. Euh, et, et aussi, euh, la traçabilité des ingrédients. C'est très opaque la health tech sur la traçabilité des ingrédients. Un truc que je vois qui est incroyable, c'est depuis que je mets parce qu'aujourd'hui on met aussi le nez sur la cosmétique, parce que le safran il a des vertus anti-inflammatoires et antioxydantes. Et quand je vois la puissance des boîtes de cosmétiques dans la traçabilité de leurs ingrédients, alors que c'est des produits que tu mets sur ton corps, et l'opacité, je sais pas si on peut opacité, je sais pas si ça se dit, mais la manière dans laquelle les boîtes de compléments alimentaires sont opaques sur la traçabilité de leurs ingrédients, alors que c'est des produits que tu ingères, je trouve ça aberrant. Et donc pour moi, ce que j'aimerais changer, c'est ça en fait. Avoir une traçabilité sur les ingrédients qu'on utilise, sur les produits qu'on ingère, ce qui serait normalement le minimum. Ok. Dernière question. Si tu devais donner un conseil à un entrepreneur qui souhaite se lancer dans le secteur de la santé, qu'est-ce que tu lui conseillerais? De bien s'entourer. De bien s'entourer, c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qui nous a aidé à être là encore aujourd'hui. C'est un univers ultra concurrentiel, mais c'est pas parce que c'est ultra concurrentiel qu'il n'y a pas de place à prendre. Il y a toujours une place à prendre. Mais encore faudrait-il connaître ce monde-là, connaître ses codes, savoir jouer des coudes avec qui de droit pour pouvoir prendre sa place. Mais il faut savoir quelle place prendre, tu vois. Et en tout cas, ben, aujourd'hui, ce que je donnerais comme conseil, c'est bien de s'entourer et surtout de prendre sa place, parce qu'il y a toujours une place à prendre, mais de savoir encore savoir quelle est cette place-là. Je te donne un exemple. Nous, dans cette aventure entrepreneuriale, on essaie d'accompagner aussi des entrepreneurs, tu vois, qui ont plein de questions, qui sont au démarrage. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai une entrepreneur qui m'a appelé hier, qui est docteur en pharmacie, pourtant qui est ultra compétente, et qui me dit, je veux lancer une boîte de cosmétiques, tu vois. Hier, hein, pas plus tard qu'hier. Et je lui dis, OK. Je lui dis, mais du coup, tu veux lancer une boîte de cosmétiques, mais pourquoi tu veux faire des cosmétiques?
Il y a 1 milliard de marques de cosmétiques. C'est quoi ta plus-value? Elle me dit, je sais pas. Elle me répond, je ne sais pas. Mais j'aime bien la cosmétique, je veux me lancer. Je dis, écoute, bah, écoute, on va creuser. Dis-moi qui t'es. Raconte-moi ta vie un peu. Qui? T'es maman? Parce que tu t'es présenté que docteur en pharmacie. Mais en réalité, c'est toi que j'ai besoin de savoir. Et c'est en me donnant ta description que je saurai si t'es la bonne personne pour faire le truc. Et à ce moment-là, elle me dit, bah voilà, je suis docteur en pharmacie, j'ai pas d'enfant, je suis célibataire, etc. Mais je suis passionné par les cheveux. Et en réalité, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les marques de cosmétiques ne vont pas à la racine des problématiques sur le cuir chevelu et proposent que des lotions sur le cheveu, mais personne va jusqu'à le cuir chevelu, etc. Et j'ai une compétence technique. J'ai dit, mais voilà, mais qu'est-ce que tu me parles de marque cosmétique? T'es passionné par ton truc, t'as une légitimité, t'as une expérience, eh ben, crée un truc pour pour les cheveux, l'accompagnement du cheveu. Et c'était logique, tu vois. Et donc, faut apprendre à se connaître et bien s'entourer. Et après, tout devient clair, tu vois. Et c'est là qu'on ressent l'importance de se faire accompagner. Il y a beaucoup de personnes qui osent pas passer le pas, alors que parfois le plus évident, on le voit pas soi-même. Ah, mais c'est clair. Mais c'est clair. Eh ben merci Nadir. On souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses à Naali, plein de rêves, plein de croissance, mais ça a l'air super bien parti. Merci beaucoup, Naïma. C'était un plaisir. Bah écoute, Un plaisir grand plaisir. partagé. Je suis super contente de t'avoir interviewé. C'est la fin de cet épisode de Mel Talks. Et si vous avez apprécié, partagez, abonnez-vous et surtout, prenez soin de vous.